Bonjour à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire que nous proposons en partenariat avec les services du ministère de la Transition écologique. Donc, nous sommes sur un format webinaire. Donc, c'est pour ça que vous ne vous voyez pas et que voilà, vous ne voyez à l'écran que les intervenants. Donc, pour pouvoir communiquer et poser vos questions, il faudra utiliser la rubrique questions et réponses que vous avez dans la barre en dessous et utiliser le chat que pour voilà, annoncer votre venue ou voilà, dire au revoir tout à l'heure. Ce thème, nous l'avons choisi puisque la loi climat et résilience permet aujourd'hui en fait de confier la police de publicité au maire ou à l'intercommunalité en fonction des cas. Donc aujourd'hui, on vous propose en fait d'éclaircir en fait ce sujet de la décentralisation de la police de la publicité. Tout d'abord, en vous présentant ce que c'est que la publicité et à quoi correspond en fait ce pouvoir de police et les conséquences finalement pour les communes de conserver ou non ce pouvoir ou de le transférer à la communauté de communes. Donc on a pour ce webinaire donc deux intervenantes qu'on va vous présenter et dont vous retrouverez les coordonnées à la suite. Donc, je me présente déjà. Donc, moi, je suis Valérie Bouvet-Jeunhomme. Donc, je suis chargée de développement pour le réseau des petites cités de caractère de France. Et donc, ce webinaire, nous le faisons aussi en partenariat donc, avec l'ANCT. Et donc, sont présents aujourd'hui à la fois des petites cités de caractère, mais aussi des petites villes de demain. Donc, vous avez deux intervenantes aujourd'hui. Donc, Françoise Réboulot, qui est chargée de mission paysage et publicité à la DREAL de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Aude Rigal, qui est chargée d'études publicité à la direction départementale des territoires et de la mer du département des Alpes-Maritimes. Donc, Françoise fera la présentation et puis Aude répondra à vos questions. Sachez qu'on fera des petits temps de pause tout au long du sujet pour qu'on puisse justement partager vos questions et vos réflexions. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans cette rubrique questions-réponses. Voilà, donc je laisse la parole à Françoise pour intervenir sur le sujet. Merci. Bienvenue à tous. Avant de parler de la publicité, on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que la publicité, c'est un vaste sujet. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la publicité dans le Code de l'environnement. Donc, la réglementation euh, de la publicité des enseignes et des préenseignes qui s'inscrit donc dans une protection du cadre de vie. C'est un enjeu fondamental pour l'attractivité des territoires et pour les populations et certainement en particulier pour les petites cités de caractère. Donc cette réglementation, elle nourrit l'ambition d'améliorer la qualité de vie, de lutter contre les nuisances visuelles en favorisant la mise en valeur des paysages, mais aussi de garantir évidemment la liberté d'expression, la liberté de commerce et d'industrie. Donc il s'agit de trouver la bonne échelle entre la promotion des activités et la préservation du cadre de vie. Donc, on parle de publicité. En réalité, on a trois types de dispositifs, les enseignes, les préenseignes et la publicité. Chaque type de dispositif correspondant évidemment à une définition particulière et à certaines réglementations différentes. Donc, pour les différencier, on va voir un petit peu pour qu'on soit bien certain de savoir de quoi on parle, on va voir de quoi il s'agit. Pour les différencier, une enseigne est toujours située sur le lieu où se situe l'activité, soit sur le bâtiment, soit sur le terrain, mais dans laquelle se situe l'activité qu'elle signale. La préenseigne, elle, va signaler la proximité d'une activité, alors que la publicité est située dans un lieu sans aucun rapport avec le lieu de l'activité ou du produit signalé. Il est complètement le dispositif publicitaire déconnecté du lieu qu'il signale. Donc, des petites illustrations pour voir rapidement de quoi il s'agit. Une enseigne, donc la définition est donnée dans le Code de l'environnement, c'est toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relatif à une activité qui s'y exerce. Ça peut être des enseignes au sol, des enseignes en toiture, en façade, sur un store, sur tout un tas de dispositifs différents, à chaque type de dispositif correspondant des règles d'implantation différentes. La préenseigne, elle, indique
La proximité de l'activité, c'est toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. Quant à la publicité, elle est de formes multiples. Elle peut être au sol, sur un véhicule publicitaire, sur du mobilier urbain, la publicité numérique ou toutes sortes de publicités qui, en fait, enfin, toutes sortes de dispositifs qui n'est finalement ni une enseigne ni une préenseigne. Donc, la réglementation de l'affichage publicitaire dans le Code de l'environnement, pour protéger le cadre de vie, elle va donner des règles générales et puis des règles particulières en fonction des lieux sur lesquels on se situe. Donc, en particulier, la publicité est interdite hors agglomération, les formats sont limités et les supports possibles sont différents en fonction, enfin, et les formats aussi différents en fonction du type de dispositif. Donc, la publicité est interdite hors agglomération, mais les enseignes, elles, bien sûr, sont toujours permises puisqu'il est toujours possible de signaler toute activité. Pas n'importe comment, mais on peut la signaler. Alors, la réglementation, elle interdit aussi la publicité dans les secteurs protégés que sont, par exemple, les sites patrimoniaux remarquables, et vous en avez beaucoup dans les petites cités de caractère, dans les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les sites inscrits, classés, les abords de monuments historiques, etc. La réglementation va donc soumettre les enseignes à autorisation préalable dans ces secteurs patrimoniaux. Donc la publicité est interdite, les enseignes sont soumises à autorisation préalable. Et puis les dispositifs particulièrement impactants comme les bâches, les publicités numériques sont soumises également à autorisation préalable où qu'ils soient situés. Enfin, dans les lieux d'interdiction de publicité, bien évidemment, elles sont interdites. Dans les autres lieux, elles sont soumises à autorisation préalable. La réglementation nationale diffère selon la population de l'agglomération dans laquelle se situe le dispositif publicitaire, selon qu'il y a plus ou moins de 10 000 habitants. Et puis une petite nuance aussi, si la commune fait partie ou non d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Unité urbaine, c'est une notion de l'INSEE, hein, ça n'a rien à voir avec l'appartenance à un établissement de coopération intercommunale. C'est donc dans l'unité urbaine de plus ou moins de 100 000 habitants. Alors, a priori, pour les petites cités de caractère, j'ai repéré qu'il n'y en avait que deux qui faisaient partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Donc, pour le reste, on est forcément sur des petites communes de moins de 10 000 habitants. Donc, a fortiori, les agglomérations, puisqu'il peut y avoir plusieurs agglomérations dans une commune, font aussi moins de 10 000 habitants. Alors, ce n'est pas le cas vraiment de tout le monde ici, puisque j'ai vu que certains inscrits n'étaient pas dans des petites cités de caractère, mais des communes peut-être plus importantes. Donc, les règles que je vous donne, c'est bien pour les petites communes. Le format maximal est de 4,70 mètres carrés, alors que dans les grandes agglomérations, il est de 10,5 mètres carrés. Alors ça, ce sont des nouvelles valeurs qui viennent d'un décret qui est paru en octobre 2023. Auparavant, c'était 4 mètres carrés et 12 mètres carrés. Donc maintenant, on est sur des formats de 4,70 mètres carrés pour les petites communes. La publicité scellée au sol est interdite. Donc la publicité ne peut être installée que sur un mur aveugle ou sur du mobilier urbain. Ça limite évidemment énormément la publicité, alors que dans les grandes agglomérations, elle peut être installée ce qu'on appelle les scellés au sol, c'est-à-dire un panneau publicitaire avec deux poteaux sur un terrain. Ça permet d'installer évidemment beaucoup plus de dispositifs publicitaires. Et puis, dans les petites communes, la publicité numérique est interdite, ainsi que les bâches publicitaires. En fait, tous les dispositifs qui ont le plus grand impact, pardon, sont interdits dans ces petites communes. Bien évidemment, s'ajoute l'interdiction dans les sites patrimoniaux remarquables, les abords de monuments historiques, etc. Donc finalement, assez peu de possibilités de publicité, en tout cas dans les cœurs des petites cités de caractère. Alors cette réglementation nationale, elle peut être renforcée en élaborant un règlement local de publicité. Qui peut élaborer un règlement local de publicité? Ben, c'est le maire quand il est compétent pour élaborer un PLU.
qu'il ait ou non un PLU, hein, c'est la compétence qui compte, mais pas le fait d'avoir un plan local d'urbanisme, ou le président de l'EPCI, si c'est lui qui a compétence pour élaborer un document d'urbanisme, mais aussi, comme c'est une compétence des communes, elles peuvent le transférer au président de l'EPCI. Donc, les communes peuvent transférer la compétence règlement local de publicité sans avoir transféré la compétence document d'urbanisme au président de l'EPCI. Ce règlement local de publicité, il va permettre de renforcer la réglementation puisqu'il sera forcément plus restrictif que les règles nationales, mais il permettra également de déroger à l'interdiction dans certains lieux, en particulier les sites patrimoniaux remarquables et les abords de monuments historiques, par exemple. Donc on dérogera à la règle, mais après, la règle qui s'appliquera sera bien évidemment la règle qui s'applique en fonction de la taille de population de l'agglomération. Jusqu'au 1er janvier 2024, dans les communes qui étaient couvertes par un règlement local de publicité, c'était le maire qui exerçait les pouvoirs de police de la publicité. Et quand il n'y avait pas de règlement local de publicité, c'était le préfet de département, c'est-à-dire pour lui la DDT ou DDTM, qui exerçait ses pouvoirs de police de la publicité. Donc, on va peut-être s'arrêter si vous avez des questions particulières, je ne sais pas, à ce stade, ou Oui, continuer. on a une Oui, question, mais c'est un peu particulière concernant la publicité sur le mobilier urbain. Donc, une commune nous demande si ces panneaux numériques doivent être forcément retirés. Donc, j'étais en train de préparer une réponse disant que sans connaître les qualificatifs du territoire, c'est-à-dire la population, l'appartenance à telle unité urbaine, ainsi que les protections patrimoniales, on ne peut pas dire comme ça, oui, les panneaux doivent être retirés. On doit avoir un peu plus d'informations. oui. Et puis, quel panneau numérique, parce que la publicité numérique est interdite, mais les panneaux d'information qui sont uniquement des panneaux d'information qui indiquent les horaires enfin le moment de l'inscription à l'école ou les horaires de l'assistante sociale à la mairie ou je ne sais quoi. Alors tout ça, là, on n'est pas dans le cadre de la publicité, hein. Quand on est dans du mobilier urbain d'information municipale ou locale, on est à part de la publicité. Mais s'il s'agit de panneaux numériques avec de la publicité, bah, effectivement, il faut connaître la situation de la commune. Est-ce que l'agglomération a plus ou moins de 10 000 habitants? Est-ce qu'on fait partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants? Et c'est ça qui va déterminer la possibilité ou pas de mettre des panneaux de publicité numérique. Évidemment, si on a un abord de monument historique ou un site patrimonial remarquable et qu'il n'y a pas de règlement local de publicité qui viendrait lever cette interdiction, alors là, toute publicité est interdite, a fortiori si elle est numérique. Voilà, mais bon, une question à laquelle on ne peut pas répondre sans connaître le contexte de la commune. Je continue sur la décentralisation du pouvoir de police pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, depuis le 1er janvier 2024, l'existence d'un RLP n'a aucune incidence sur le pouvoir de police de la publicité. Donc, auparavant, si on avait un RLP, c'était le maire qui exerçait la police de la publicité, y compris si c'était un RLP intercommunal, hein, c'était toujours le maire et sinon le préfet. Maintenant, il n'y a plus du tout de lien entre l'existence d'un RLP ou pas. Donc, qui va exercer la police de la publicité? C'est l'autorité compétente pour élaborer un règlement local de publicité. Même s'il n'y a pas de règlement local de publicité, même si on n'a aucune vocation à en élaborer un, qu'il n'en existera pas, mais celui qui serait compétent pour l'élaborer est aussi l'autorité compétente en matière de police de la publicité. Donc, si la commune appartient à un EPCI qui est compétent pour élaborer un plan local d'urbanisme, il est donc compétent pour élaborer un règlement local de publicité, ou si les communes ont transféré uniquement cette compétence d'élaboration du règlement local de publicité, alors c'est le président de l'EPCI qui est compétent en matière de police de la publicité. Si le maire est compétent pour élaborer un PLU,
c'est le maire qui est compétent pour élaborer, pour exercer le pouvoir de police de la publicité. Alors, il y a des petites mesures transitoires, parce que depuis le 1er janvier 2024, c'est effectivement ainsi que ça se passe, mais il y a un petit temps d'adaptation, en quelque sorte. Donc, le 1er janvier 2024, le pouvoir de police a été transféré à chacun des maires de France. Donc, pour chacun des maires, qu'il y ait donc ou non un RLP, quelle que soit la population de la commune et quelle que soit l'autorité compétente pour élaborer un règlement local de publicité, c'est bien le maire qui est compétent. Si le maire est compétent aussi pour élaborer un PLU ou un RLP, ce transfert est définitif. C'est donc le maire qui sera compétent à partir du 1er janvier 2024 et sans que la situation ne change. En revanche, si le PCI est compétent en matière de PLU ou de règlement local de publicité, alors on a une petite période de 6 mois pendant laquelle le maire va pouvoir s'opposer au transfert des pouvoirs de police. Parce que si vous avez bien suivi, donc le PCI est compétent, donc c'est le président de l'EPCI qui va être compétent en matière de police de la publicité. Pendant 6 mois, le maire peut s'opposer à ce transfert et souhaiter garder lui-même les pouvoirs de police. Donc, il lui suffit de faire connaître sa décision. C'est une décision du maire en son nom et pas une délibération du conseil municipal, hein. Le maire euh, s'oppose donc au transfert des pouvoirs de police. Il le fait savoir au président de l'EPCI. Et dans ce cas, le transfert du 1er janvier est définitif, hein. Son pouvoir de police ne sera pas transféré au bout de 6 mois au président de l'EPCI. Après ces 6 mois, donc jusqu'au 30 juin 2024, à partir du 1er juillet, si aucun maire ne s'est opposé au transfert à l'EPCI, le transfert est définitif pour toutes les communes de l'EPCI. Donc toutes les communes de la communauté de communes, communauté d'agglo, métropole, enfin métropole, c'est une métropole aussi, pardon, oui, effectivement. Ce transfert sera donc définitif pour le président de l'EPCI. Si en revanche, un maire au moins s'est opposé au transfert, alors évidemment ce maire va conserver ses pouvoirs de police, mais le président de l'EPCI aura 1 mois pour renoncer à ce transfert pour l'ensemble des communes, ou bien ne pas renoncer, et donc il n'exercera ses pouvoirs que pour les communes dont le maire ne s'est pas opposé au transfert. Alors tout ça est un petit peu compliqué peut-être, mais voilà. Sachez que 1er janvier, tous les maires sont compétents. Pendant 6 mois, ils peuvent décider de conserver ou non cette compétence quand le PCI est compétent pour faire un PLU ou un RLP. Et dans ce cas, au bout de ces 6 mois, le PCI a 1 mois aussi pour décider soit de renoncer au transfert pour toutes les communes, soit de ne rien faire et donc n'exercer les pouvoirs que pour les communes pour lesquelles le maire ne s'est pas opposé au transfert. Je ne sais pas si tout cela est bien clair pour tout le monde, parce que pour nous, pendant assez longtemps, ça a été un petit peu compliqué. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à nous en faire part. Aude? Oui, j'ai plutôt dans le chat des questions d'ordre général sur des cas précis, en l'occurrence de publicité numérique, mais pas par rapport à la décentralisation. Donc c'est vrai que là, c'est le moment, si vous avez des questions par rapport à la décentralisation, à la prise de mission par les communes ou dans le futur par le PCI, c'est le moment de poser vos questions. Alors, je vois qu'il y a aussi une question. Si un PLU voit le jour dans les prochaines années, alors est-ce que à ce moment-là, le pouvoir de police, enfin le transfert de compétences, cette question des 6 mois va se reposer? Alors oui, effectivement, cela dit, c'est pas si le PLU y voit le jour, hein, c'est bien si on a la compétence ou pas pour le faire, qu'il y ait ou pas un PLU. Donc on peut imaginer un EPCI qui est compétent pour faire un PLUI et donc pour un RLPI, Règlement local de publicité intercommunal, euh,
mais il n'y a pas aujourd'hui de plan local d'urbanisme intercommunal. Bon, très bien. Le jour où un plan local d'urbanisme est élaboré, ça ne change rien. Il n'y a pas de transfert de compétences par rapport à la publicité, hein, puisque ce transfert, il est en fonction de la compétence pour faire le PLU et non de l'existence ou pas du PLU. Vous voyez la petite nuance? Si en revanche les communes décident de confier à l'EPCI ce pouvoir d'élaborer le PLU, alors là, effectivement, on a un transfert de compétences, aussi la possibilité de faire un RLP, et donc ces 6 mois reviennent avec la possibilité pour les maires de s'opposer au transfert ou de conserver, et donc de conserver la police, ou au contraire de laisser les pouvoirs de police à l'EPCI. J'ai bien précisé, oui, que c'était le maire, c'est pas le conseil municipal qui renonce, c'est bien un arrêté du maire. Et de même pour le président, c'est une compétence de police en son nom propre, et c'est bien le président qui renonce ou pas à exercer ce pouvoir de police. Une délibération n'aurait pas l'effet d'opposition au transfert de compétences ou de renonciation au transfert de compétences concernant le PCI. Donc le transfert n'oblige pas non plus à exercer, à élaborer un RLPI, hein. Il y a d'une part la possibilité ou pas de faire un RLP qui va donc déterminer qui a le pouvoir de police, mais c'est pas parce qu'on a la possibilité de faire un PLU qu'on est obligé d'en faire un, c'est pas parce qu'on a la possibilité de faire un RLP qu'on est obligé aussi d'en élaborer un. Oui, dans mon département, j'ai un EPCI qui n'a pas la compétence PLU, mais qui vient de prendre la compétence RLP. Et inversement, j'ai une métropole qui a les deux compétences. Elle a un PLUI et elle a un RLPI. Alors, Donc, je vois une question aussi sur les effets de seuil pour les communes de moins de 3500 habitants. Alors, au départ, ce transfert de compétences qui vient de la loi climat et résilience d'août 2021, ce transfert, il y avait effectivement une question de communes de moins de 3500 habitants. Alors, le PCI était directement compétent, sans que le maire d'ailleurs ne puisse s'opposer. Alors, tout cela a changé à la demande des élus, et dans la loi de finances pour 2024, parue le 30 décembre 2023, il était temps, cette notion de seuil de 3500 habitants a complètement disparu. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire de communes de moins de 3500 habitants pour lesquelles la compétence irait automatiquement à l'EPCI. Vraiment, ce qui va déterminer qui a compétence pour la police, c'est bien qui a compétence pour faire un PLU ou pour faire un RLP, même si on ne fait ni PLU ni RLP. Alors, le lien entre PLU et RLP, c'est vraiment l'importance de la compétence pour élaborer ces documents, mais il n'y a aucun lien, sinon on peut très bien dans une commune avoir un règlement local de publicité et un PLU, avoir un règlement local de publicité et pas de PLU, avoir un PLU et pas de règlement local de publicité. La seule chose, c'est que le règlement local de publicité est annexé à titre d'information simplement au PLU, mais il n'y a strictement aucun lien, en dehors du fait qu'il soit annexé à titre d'information, aucun lien entre PLU et RLP, si ce n'est que c'est bien la même autorité qui est compétente pour élaborer l'un ou l'autre. Si on n'a pas de PLU, euh, ni sur la commune, ni sur l'intercommunalité, euh, il y a bien néanmoins une autorité compétente pour l'élaborer. S'il était élaboré un PLU, alors ce serait soit le maire, soit le PCI en fonction des statuts. Et donc, voilà, c'est ce qui va déterminer qui a les pouvoirs de police. Alors, je ne sais pas si tout cela est clair.
ou si Aude, tu veux nous faire un petit résumé des questions? Oui. Alors là, les questions, oui, fusent. Alors, j'ai vu que parmi les petites communes de caractère, j'ai un petit peu regardé, et j'ai vu que quasiment la moitié de ces communes, enfin de vos communes, est compétente en matière de PLU et de RLP, et puis quasiment la moitié aussi, pour la moitié, c'est le PCI qui est compétent. Donc, c'est assez partagé. Alors, quelle est la situation idéale? J'aurais envie de dire que il n'y en a pas, tout dépend un petit peu des volontés. Donner de toute force la compétence à l'EPCI, comme il en était question pour les communes de moins de 3500 habitants, bah, c'est pas forcément pertinent si, d'une part, l'EPCI ne se sent pas concernés par le sujet, alors que la commune est impliquée, a peut-être un RLP depuis longtemps et en tout cas est très impliquée par le contrôle de la publicité. Donc voilà, il y a pas de solution idéale. L'échelle intercommunale, en revanche, est vraiment l'échelle la plus simple pour gérer le problème parce que ça permet de gérer la question de la publicité à une échelle cohérente au niveau du territoire. Si sur un territoire, on empêche, enfin, on réglemente la publicité et on, on met en œuvre ses pouvoirs de police pour réellement faire supprimer les dispositifs illégaux, alors il y a des chances qu'ils se reportent sur les communes autour. Donc si autour rien n'est fait, on va assister à une recrudescence de panneaux publicitaires. Donc bon, c'est pour ça que agir sur un territoire plus large et cohérent en termes de bassin de vie est certainement la chose la plus intéressante. Après, exercer les pouvoirs de police, tout le monde peut le faire à son échelle, bien sûr. On va voir un petit peu tout à l'heure comment ça se passe. Voilà, des pouvoirs de police, bien sûr, toujours soumis au contrôle de légalité du Voilà. préfet, mais en revanche, le préfet qui auparavant pouvait se substituer à un maire qui n'aurait pas mis en œuvre ses pouvoirs de police ne peut plus le faire. Là, la préfecture est totalement dégagée de ses pouvoirs de police de la publicité. Une question sur les compensations financières. Alors, les compensations financières de ce transfert de compétences, en fait, euh, la question était un peu complexe à mettre en œuvre et la solution qui a été retenue a été d'abonder la DGD, la dotation globale de décentralisation, euh, que les communes touchent pour l'élaboration d'un PLU ou d'un RLP ou d'un tout autre document d'urbanisme ou donc un RLP intercommunal également. Donc voilà, ça vient donc la compensation, elle est venue abonder ce fonds, mais il n'y aura pas réellement de compensation financière à chaque commune qui aurait été d'un montant euh, assez réduit et donc pas vraiment intéressant pour les communes. Alors, la charge de travail en termes de TP, elle est assez compliquée à, à estimer, mais et comment on a estimé aussi la compensation financière, en fait, c'est un calcul en fonction du nombre d'agents de l'État qui étaient en charge de ces missions, qui donc ne le sont plus. Voilà, ça correspond donc à un certain nombre de TP, d'agents et de moyens, et c'est ce montant qui vient abonder la DGD. Oui, juste pour les participants, déjà, savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez, c'est la première question à se poser. Est-ce que votre commune a déjà la compétence et puis c'est comme ça, c'est figé? Ou est-ce que vous appartenez à un EPCI qui a la compétence PLU et RLP ou RLP? Et dans ce cas, se poser la question à savoir si le maire s'opposera au transfert de la mission vers le PCI.
Donc moi, mon retour d'expérience, par exemple, donc il y a une métropole dans mon département. Pour le moment, j'ai la moitié des communes qui se sont opposées au transfert vers le PCI, mais on n'est pas encore au 30 juin. Donc sur 49 communes, j'ai 25 renonciations, opposition au transfert vers le PCI. Mais le point d'interrogation, c'est que fera le PCI? Ça, moi, j'ai pas la boule de cristal, je n'en sais rien. Est-ce que le PCI prendra la mission pour les communes qui ne se sont pas opposées, ou est-ce que le PCI s'opposera au transfert de cette mission? Point d'interrogation pour le moment. Rien n'empêche toutefois aujourd'hui à un EPCI qui aurait connaissance d'opposition au transfert sur son territoire de dès à présent faire part de sa décision de renoncer à cette prise de compétence. Donc, je ne sais pas si on a encore des questions. J'ai vu qu'il y avait juste une question sur la première partie sur qu'est-ce que ces dispositifs publicitaires. Alors, les publicités numériques qui sont dans un local contre la vitre intérieure ne sont pas, enfin, ce sont bien des publicités, mais elles ne rentrent pas dans le champ du Code de l'environnement, puisque le Code de l'environnement réglemente tout ce qui est visible d'une voie ouverte à la circulation publique, à l'exception de ce qui est à l'intérieur des locaux. Toutefois, une récente évolution a permis de prendre en compte ces publicités numériques dans le cadre d'un règlement local de publicité. On peut les limiter, on peut limiter leurs heures et les soumettre à des obligations d'extinction au cœur de la nuit, par exemple. Limiter le nombre, le format, etc. On ne peut pas les interdire totalement. Alors les publicités comme les enseignes numériques, d'ailleurs, puisqu'on peut avoir des dispositifs numériques importants et qui ont un impact important, qui sont même en abord de monuments historiques, puisqu'on est en dehors du cadre de notre réglementation. Mais voilà, dans le cadre d'un RLP, vous pourrez réglementer ces dispositifs numériques. Sans règlement local de publicité, il n'est pas possible d'interférer sur ces dispositifs. Donc, pour que ce soit bien clair, le transfert à l'EPCI n'oblige pas du tout à la réalisation d'un RLP, hein, mais c'est l'autorité compétente pour faire le RLP qui est l'autorité compétente pour appliquer les règles de la publicité et les faire appliquer. Alors, on va voir un petit peu ensemble de quoi il s'agit d'ailleurs quand on parle de police de la publicité, hein, de quoi s'agit-il? Donc, exercer la police de la publicité, ça consiste à contrôler évidemment le bon respect des règles de l'affichage, à faire cesser les infractions, et ça entraîne aussi la compétence pour délivrer les autorisations préalables d'enseigne. Donc, on l'a vu, les enseignes situées dans les secteurs d'interdiction de publicité sont soumises à autorisation préalable, et aussi les enseignes qui sont situées dans un territoire couvert par un règlement local de publicité. En dehors de ces lieux, les enseignes doivent bien évidemment respecter les règles du Code de l'environnement, mais ne sont pas soumises à une autorisation préalable. Donc, dès qu'on est dans des lieux protégés ou dans le cadre d'un RLP, l'enseigne est soumise à une autorisation préalable. Donc, en particulier, ça va être dans un site patrimonial remarquable, comme il y en a beaucoup dans les petites cités de caractère, un site inscrit, les abords de monuments historiques, site Natura 2000 aussi, parc naturel régional, etc. Donc là, l'autorisation préalable, elle va contrôler bien évidemment les règles nationales en matière de format, etc., mais aussi la bonne insertion des enseignes. Donc, est-ce que les enseignes s'intègrent dans leur environnement ou pas? Et on aura quelque chose à dire, un peu comme en matière de permis de construire. D'ailleurs, cette instruction des autorisations préalables s'apparente tout à fait à celle des autorisations d'urbanisme. On a un dossier de demande avec un formulaire CERFA. Alors, ce formulaire est en train d'être revu, toiletté un petit peu au vu de l'expérience depuis la réforme de la publicité et la loi Grenelle. Il était temps donc de revoir un petit peu
ces formulaires. On aura maintenant un dépôt en mairie guichet unique, ce qui permettra aux demandeurs de plus simplement de savoir à qui adresser leur demande, puisque voilà, il peut être compliqué pour l'usager de savoir si c'est le PCI ou le maire qui est compétent, mais là, ce sera dépôt en mairie guichet unique. Il y a un délai d'instruction qui est de 2 mois aujourd'hui pour les autorisations, après lesquelles l'autorisation est tacite. Et puis, dans des sites particuliers, le projet d'enseigne peut être soumis, alors soit à l'avis de l'architecte des bâtiments de France quand on est en abord de monument historique ou en site patrimonial remarquable, ou à l'avis du préfet de région, c'est-à-dire en fait à la DREAL, quand on est en cœur de parc national, en site classé, par exemple dans des lieux de protection particulièrement forte. Et donc, c'est un avis conforme, hein, que ce soit pour l'architecte des bâtiments de France ou le préfet de région, qui permettra de déterminer le sens de l'autorisation. Et puis, la réponse, elle doit faire l'objet d'une décision motivée lorsqu'elle comporte des prescriptions ou lorsqu'elle refuse l'autorisation, tout comme une autorisation d'urbanisme, et tout comme j'aurais tendance à dire toute décision administrative. Elle est bien évidemment soumise au contrôle de légalité du préfet, et donc doit lui être adressée dans ce cadre pour être exécutoire. Alors, je ne vais pas insister sur l'instruction puisque ça s'apparente à quelque chose que vous connaissez, mais on va plutôt parler de l'exercice des pouvoirs de police. Donc, ça consiste à contrôler le respect des règles d'implantation et, quand les règles ne sont pas respectées, mettre en œuvre des procédures de police administrative, en particulier pour faire cesser ces infractions ou pour les sanctionner. La police de la publicité, elle peut s'exercer contre de nouveaux dispositifs comme sur des dispositifs en place depuis des années. La prescription, en effet, ne court qu'au moment où la publicité est supprimée ou mise en conformité. C'est une infraction continue parce que le simple fait de maintenir la publicité constitue une infraction. Donc, des dispositifs qui seraient là depuis très longtemps et en infraction peuvent tout à fait être retirés. Pour donc exercer ce pouvoir de police, et on met en œuvre des dispositions de police de l'environnement qui sont propres à la publicité et qui sont extrêmement efficaces. Tout commence par un procès-verbal, et c'est en cela que la police de la publicité est un petit peu différente des autres polices de l'environnement dans lesquelles on parle de rapport de manquement administratif. Ici, c'est bien un procès-verbal qui est le point de départ de ces mesures de police. Alors, le procès-verbal, il peut être dressé par des agents des collectivités qui seraient assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police de la publicité, donc soit le maire, soit le président de l'EPCI, mais aussi par les agents de police judiciaire, les agents habilités à constater les infractions au Code de la voirie routière, ceux habilités à constater les infractions au Code de l'urbanisme, et puis également les agents en charge de constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules. Donc un panel finalement assez large de personnes qui peuvent dresser un procès-verbal. Alors, pour en avoir la liste exacte, il faut se référer à un article du Code de l'environnement, l'article L581-40. Voilà, mais donc assurez-vous bien évidemment avant de mettre en œuvre des mesures de police d'être habilité à le faire. Mais voilà, donc un procès-verbal dressé par une personne habilitée qui va amener à plusieurs possibilités de mesures de police. Celle qu'on mettra en œuvre le plus souvent sera l'arrêté de mise en demeure de retirer le dispositif ou de le mettre en conformité avec la réglementation. On peut aussi infliger une amende administrative ou carrément, dans le cas des manquements les plus graves, procéder à une suppression immédiate, bien évidemment aux frais du contrevenant. Et l'arrêté de mise en demeure, lui, va conduire normalement à la mise en régularité du dispositif. Sinon, il y a un dispositif d'astreinte ou une exécution d'office que l'on peut mettre en œuvre. Alors, on va détailler un petit peu ces différents
dispositifs. Donc, la mise en demeure, elle peut être faite à l'encontre de tout dispositif en infraction, soit avec le Code de l'environnement, soit avec le règlement local de publicité. C'est l'autorité de police qui prend un arrêté de mise en demeure, donc une simple mesure administrative, hein. Il ne s'agit pas de demander au procureur d'entrer en ligne de compte. Là, c'est l'autorité de police qui prend l'arrêté de mise en demeure, qui ordonne à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu le dispositif, dans un délai de 5 jours, la suppression ou la mise en conformité du dispositif. Alors, tout cela est figé par le Code de l'environnement. Il ne s'agit pas de donner un délai supplémentaire ou moindre. Donc, on a bien un délai de 5 jours au moment de la notification pour supprimer ou mettre en conformité le dispositif. Si au bout de 5 jours, rien n'a été fait ou pas de manière convenable, eh bien, une astreinte court de plein droit. Alors, l'astreinte, aujourd'hui, elle est de 239, enfin, quasiment 240 euros par jour et par dispositif en infraction. Le montant est assez conséquent, ce qui, évidemment, met en cause la rentabilité du dispositif. C'est ce qui fait que cette mesure est extrêmement efficace. Et l'astreinte est toujours touchée par la commune. C'est toujours au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été constatée. Dans le même temps, après ces 5 jours, en plus de l'astreinte, on peut aussi faire exécuter d'office les travaux qui seront bien sûr mis aux frais de la personne à qui on avait notifié l'arrêté de mise en demeure de faire cesser l'infraction. Alors, la suppression immédiate, elle n'est possible que dans les infractions les plus graves, uniquement pour la publicité. Donc, c'est dans les lieux d'interdiction absolue que sont les sites classés, le cœur d'un parc national, sur un monument historique. Aussi, quand un dispositif a été installé sans autorisation du propriétaire, y compris sur le domaine public, ou sans indication des coordonnées du publicitaire. C'est une obligation sur chaque publicité que d'indiquer les coordonnées du publicitaire, bah, aussi pour faciliter la mise en œuvre des pouvoirs de police. Donc, voilà, si on n'a pas ces indications, c'est aussi une infraction importante et un cas de suppression immédiate. Les frais, toujours, seront à la charge de la personne qui a opposé ou fait apposer le dispositif. Alors, sachez qu'à défaut de déterminer la personne qui a apposé le dispositif, on peut mettre en œuvre ces mesures contre la personne au bénéfice duquel la publicité a été apposée. Donc là, a priori, on a toujours connaissance évidemment de l'activité promue par la publicité. Alors, une amende aussi, jusqu'à présent, cette amende administrative ne pouvait être mise en œuvre que par le préfet, y compris dans les communes qui avaient un règlement local de publicité. Donc, depuis le 1er janvier 2024, le préfet n'a plus ce pouvoir d'infliger d'amende administrative, c'est forcément l'autorité compétente pour exercer la police de la publicité qui a cette compétence. Donc, c'est de la même façon pour ces infractions et aussi sans déclaration préalable. Je n'ai pas insisté sur le régime de la publicité, mais toute publicité doit être précédée d'une déclaration préalable, qui n'est pas du tout une déclaration préalable comme on a en matière d'urbanisme, hein, qui est une simple déclaration réellement. On indique où on va mettre de la publicité. Et donc, si on ne le fait pas, c'est aussi redevable d'une amende. Et aussi, c'est nouveau, la publicité sur les véhicules, sur l'eau et dans les airs, qui sont des infractions assez volatiles et sur lesquelles la mise en demeure aurait peu d'effet. Mais voilà, on va pouvoir mettre en œuvre cette amende administrative. Donc là, le montant, vous voyez, est important, 1 500 euros par infraction, toujours au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été constatée. Et cette amende, elle, est une sanction. Elle est due même lorsque l'infraction a cessé, ce qui n'est pas le cas de la mise en demeure. Une fois qu'on a mis en demeure la personne de retirer le dispositif et qu'il l'a retiré, l'infraction a cessé et la procédure est terminée et il n'y a pas réellement de sanction à l'encontre du contrevenant. L'amende, au contraire, même si on a fait retirer le dispositif, on est redevable de cette amende.
Et puis, bien sûr, on peut à la fois mettre l'amende en œuvre et la mise en demeure. L'amende sanctionne, mais ne fait pas retirer le dispositif, à l'inverse de la mise en demeure qui fait retirer le dispositif. Alors, les poursuites pénales sont possibles aussi. Bon, elles sont rarement mises en œuvre parce que la police administrative est extrêmement efficace et donc les procureurs ont plutôt tendance à classer l'affaire puisqu'ils savent que on aura obtenu gain de cause avec nos simples procédures administratives. Mais il y a aussi un dispositif d'astreinte, une amende possible et une dépose d'office aux frais du contrevenant. Et puis, une nouveauté qui date de la fin de l'an dernier, une forfaitisation des contraventions de première à cinquième classe. Donc, pour certaines des infractions, on peut être redevable d'une amende forfaitaire, comme en matière de code de la route, en quelque sorte. Et cette amende peut être prononcée aussi contre le défaut d'extinction nocturne des enseignes et des publicités. Donc, cela va permettre de sanctionner directement et très facilement et quasiment instantanément le contrevenant. Alors, quelques petits exemples pour vous montrer l'efficacité de la police administrative de la publicité. Donc là, on est le long d'une autoroute, en fait, bordée par une petite voie sur laquelle sont installés tout un tas de dispositifs parce qu'on arrive à une zone commerciale importante. Voilà, donc un simple courrier de mise en demeure de retirer les dispositifs qui ne devraient pas être visibles d'une autoroute. Et voilà le résultat quelques temps après. Ici, on est dans un parc naturel régional, à l'entrée d'un parc, donc des dispositifs installés en infraction avec les interdictions de mettre de la publicité en parc naturel régional. De la même façon, voilà, les dispositifs ont totalement disparu. Le long d'une rocade, des dispositifs ici qui étaient en fait sur l'accotement d'une route départementale, gênant aussi le traitement de l'accotement. Donc voilà, très efficace par un simple courrier à l'entrée d'une agglomération. Et vous conviendrez que quand on arrive dans une agglomération et qu'on découvre tout un champ de panneaux comme ça pendant quelques kilomètres avant d'arriver, ça met quand même un petit peu de désordre. Donc, de la même façon, voilà, on obtient des résultats très rapides. L'entrée d'une petite commune. Bon, ça n'a pas l'air grand-chose, ce sont des petits formats, mais ça a quand même un impact important. Et puis, dès qu'on les enlève, on s'aperçoit que finalement, derrière, il y avait une rivière et puis il y avait peut-être des choses plus intéressantes que ces dispositifs. Et puis, comme je vous le disais, on peut intervenir sur des dispositifs importants qui sont là depuis longtemps. Ici, une zone commerciale près de Marseille, sur laquelle ces panneaux étaient installés depuis, je dirais, des dizaines d'années quasiment. Et voilà le résultat 5 jours après. Et je vous assure qu'entre les deux photos, il n'y a pas plus de 5 jours. euh, qui se sont, donc après une mise en demeure, de retirer les dispositifs et finalement le résultat. Voilà, donc si vous avez des questions, Nous avons des questions. d'accord. Alors, une question concernant le guichet unique des autorisations d'urbanisme, le GNAU. Est-ce qu'il est possible de déposer les autorisations préalables dans ce guichet, le Alors, si je GNAU, comprends, le guichet numérique des voilà, autorisations numérique. d'urbanisme? Alors, a priori, le guichet numérique pour les autorisations d'urbanisme ne concerne que les autorisations d'urbanisme. Donc, non, pas de possibilité aujourd'hui en tout cas, et à ma connaissance, de déposer les demandes d'autorisation d'enseigne sur ce guichet des autorisations d'urbanisme. Une enseigne qui avait été déposée et obtenue de façon légale, est-ce qu'il est possible, même si celle-ci avait été acceptée dans le passé, de faire une demande de mise en conformité puisqu'elle ne répond plus aux règles actuelles, que ce soit d'un nouveau RLP ou parce que la législation a évolué?
Alors tout à fait, c'est d'ailleurs la grande différence entre enseigne et publicité et autorisation d'urbanisme. Puisqu'en matière d'autorisation d'urbanisme, si vous avez construit une maison dans une zone qui est devenue inconstructible, sauf s'il y a une raison de danger particulier, mais voilà, la zone est devenue inconstructible, et la maison va rester là, on ne vous demandera pas de l'enlever. En matière de publicité, c'est différent. Si dans une zone, la publicité était possible, mais que le règlement local de publicité est venu durcir la réglementation, ou parce que la réglementation nationale a changé, que les formats maximum ont changé, par exemple, eh bien, on devra se mettre en conformité. Alors, il y a un délai pour cela, c'est pas dans l'immédiat. Le délai est de 6 ans pour les enseignes, parce que ça demande aux commerçants bah, de retirer l'enseigne et d'en mettre une autre. Il faut pouvoir donc mettre l'enseigne en conformité en installant un nouveau dispositif. Pour la publicité, 2 ans après l'adoption d'un nouveau règlement local de publicité ou l'institution de nouvelles règles, on devra être aussi mis en conformité avec les règles qui s'appliquent. Et que faire lorsque le commerce a fermé et que les anciens locataires, commerçants ont laissé l'enseigne en place? Comment Mm. procéder pour faire retirer cette enseigne qui n'a pas été retirée? Alors, en principe, c'est dans la réglementation nationale aussi, quand une activité cesse, le commerçant a 3 mois pour retirer les enseignes. Alors, ce n'est pas toujours le cas, et puis en général, quand l'activité cesse, c'est pas toujours ça ne se fait pas toujours simplement non plus pour le commerçant. Donc, il est possible que le commerçant finalement ait disparu et qu'on ne soit pas en mesure de le retrouver pour lui demander de retirer ses dispositifs. Alors, si on peut le retrouver, bien sûr, on lui demandera de les retirer, c'est à lui de le faire. Sinon, eh bien, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, ça peut se faire par la bonne volonté en demandant au propriétaire de le faire, mais la seule façon réellement d'intervenir auprès du propriétaire, c'est légalement, j'entends, c'est d'avoir dans le règlement local de publicité institué cette obligation pour le propriétaire que de veiller au bon état des lieux et donc éventuellement de faire supprimer les enseignes sur son bâtiment qui ne correspondent plus à une activité. Alors, on nous demande si la commune ne dispose pas d'agents assermentés pour verbaliser, peut-elle faire appel à la gendarmerie? Oui, tout à fait. Alors, le maire et ses adjoints est aussi une autorité compétente habilitée à adresser PV, mais sinon, ça peut être bien évidemment la gendarmerie qui. Alors, en général, ils connaissent assez peu la réglementation, donc il faudra bien sûr les accompagner dans ces démarches. Vous pouvez aussi faire appel à la DDTM qui reste à la DDT ou DDTM. On a des agents toujours sur les territoires qui sont vos correspondants pour, pas pour agir maintenant, mais pour vous aider, vous accompagner, vous donner des modèles de documents, voir avec vous le bien fondé de l'infraction que vous vous apprêtez à sanctionner, etc. À qui bénéficie l'amende dans le cas d'une mise en demeure, enfin de l'amende, Oui, je suppose que toujours au l'amende, maire de la commune sur laquelle l'infraction a été constatée. voilà. Parce que la Voilà. question, on a ou EPCI, c'est-à-dire que si Ouais. le PCI après prend la compétence, ça devait être le fond de la question. Mhm, oui, non, c'est toujours le maire. Et oui, je n'en ai pas parlé, mais là, on parle bien de la réglementation du Code de l'environnement sur la publicité, les enseignes et préenseignes. Alors, il y a aussi d'autres choses qui concernent la publicité extérieure, qui est la TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure. Alors, cette taxe qui est due dans les communes qui l'ont instaurée pour la publicité et les enseignes est indépendante de la police de la publicité. Alors, on peut avoir un dispositif en infraction qui sera soumis à la taxe néanmoins, mais si on met en œuvre enfin, l'autorité qui met en œuvre ses pouvoirs de police pour
la police de la publicité n'est pas forcément celle qui bénéficie de la taxe locale sur la publicité extérieure. Ce sont des choses totalement différentes qui ne sont pas réglementées par les mêmes règles, sauf sur la définition elle-même du dispositif. Mais ce sont des choses différentes. On peut avoir de la TLPE, un RLP ou pas, etc., un PLU, on l'a vu. Tout cela est totalement indépendant, hein. Le seul lien, c'est entre l'autorité pour faire un PLU et un RLP qui sera la même. On revient sur une Alors, question de... Oui, oui, une je question. voyais les panneaux vendus des agences Voilà. immobilières. Est-ce que c'est une publicité? Alors oui, le panneau à vendre sur un bien, c'est une enseigne temporaire, mais le panneau vendu, vendu par telle agence, là, c'est une publicité, hein, donc a priori, bien souvent installée sans autorisation, parce que déjà, elle n'est pas sur un mur aveugle. On ne peut pas installer de publicité sur des murs non aveugles, donc bien souvent, ce sera le cas. Et puis après, voilà, c'est une publicité, donc soumise aux règles de publicité, a-t-on le droit ou pas d'en mettre à tel endroit? Ben, il faut se référer à la règle nationale. Est-ce qu'on connaît la date de sortie des nouveaux CERFA? Pas encore, je sais, enfin, Aude et moi faisons partie du groupe de travail de mise au point de ce SERPA, donc nous savons qu'il n'est pas encore, les SERPA ne sont pas encore tout à fait au point, il y a des petits points encore un peu compliqués voilà, à définir. Alors aujourd'hui, on a deux SERFA différents. Un SERFA pour les déclarations préalables qui concerne uniquement la publicité non numérique qui est installée. Et puis un SERFA pour les autorisations préalables, où là, il y a réellement une instruction et qui concerne les enseignes et puis la publicité, en particulier numérique, les bâches aussi et certains dispositifs particuliers. Alors, c'était assez compliqué d'avoir ce SERFA pour tout un tas de dispositifs différents. Et finalement, en ayant cru simplifier, on a plutôt complexifié les choses. Donc, on va revenir à deux SERFA différents. Il y aura un SERFA pour les enseignes et un SERFA pour la publicité soumise à autorisation. Mais voilà, ça ne devrait pas trop tarder. Pour l'instant, ce n'est pas encore en ligne. Et il faut savoir que un projet de SERFA avait par erreur été publié sur le site Service Public. Donc, on m'a posé la question encore ce matin, est-ce que c'est ce SERFA qu'il faut utiliser? Non. Les nouveaux SERFA seront précédés d'un arrêté qui va déterminer quel est le bon SERFA. Est-ce qu'on peut encore utiliser celui d'avant ou pas, etc. Je n'en sais rien. Mais c'est bien l'arrêté qui va le déterminer. En tout cas, pour l'instant, ces SERFA ne sont pas sortis. Bon, j'espère. C'est assez complexe de, de publier un nouveau formulaire. J'espère que ce sera fait d'ici quelques semaines. On revient sur les enseignes qui n'ont pas été retirées sur un commerce qui est fermé. Donc, sans RLP, pas de possibilité de faire retirer cette enseigne qui a été laissée par l'ancien locataire. Voilà, en général, effectivement, si on n'a pas connaissance de l'ancien commerçant, il va être difficile, mais bon, voilà, par la manière amiable, c'est possible. Si l'enseigne commence à poser des problèmes de sécurité, bien évidemment, on va pouvoir mettre en œuvre d'autres mesures pour la faire retirer. S'il y a péril, mais sinon, non, effectivement, il faudrait, dans le RLP, avoir prévu de pouvoir s'adresser aux propriétaires. La prochaine question, je vais y répondre puisque je suis un agent de DDTM. Donc, concernant le suivi de l'élaboration des RLP, c'est l'agent qui est en poste en DDT ou en DDTM dans un service planification ou comme moi qui jusqu'à présent je ne m'occupais quasiment que de l'affichage publicitaire. Donc, on va vous encadrer et vous aider tout au long de l'élaboration de votre RLP en vous guidant, en participant aux réunions de travail et en étant aussi une personne publique associée à l'élaboration de ce RLP. Donc, on connaît bien la procédure et tout au long de la procédure, donc, nous vous accompagnerons. En général, le RLP lui-même est élaboré avec l'aide d'un bureau d'études, hein. Il y a des bureaux d'études spécialisés dans l'élaboration des règlements locaux de publicité. Donc, vous pouvez faire appel à un bureau d'études. Vous pouvez aussi, sur une commune peu importante où
les enjeux sont assez simples à déterminer. Vous pouvez aussi élaborer vous-même votre règlement local de publicité. Mais voilà, en général, ça se fait par l'intermédiaire d'un bureau d'études. Et puis les agents de l'État, alors en DREAL ou en DDT, vous accompagneront comme ils vous accompagnent dans l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Bon, selon les départements, on devient un peu le chef d'orchestre de la procédure en guidant et notamment on donnera notre avis au moment de l'avis après arrêt et au même moment, en parallèle, on présentera le dossier de RLP en CDNPS. Mais bon, c'est quand la procédure est déjà bien avancée. Il faut vraiment dédramatiser la procédure qui est calquée sur celle du PLU et qui est tout à fait faisable. Vous pouvez tout à fait la suivre puisque le bureau d'études va vous aider dans la rédaction et la DDTM vous guidera tout au long de la procédure. Alors, on nous demande qu'en est-il des autocollants dans les vitrines? A priori, tout ce qui se passe dans les vitrines est hors du champ de la réglementation, mais euh, il faut différencier l'autocollant qui serait posé depuis l'extérieur sur la vitrine, qui est donc réellement un autocollant, de la vitrophanie, qui est un autocollant sur lequel la colle en quelque sorte est sur sur le message et qui est collé depuis l'intérieur pour être vu de l'extérieur. Alors ce qui est en vitrophanie est hors du champ, ce qui est collé sur la vitrine est dans le champ, donc fait partie des règles. Alors, je n'ai évidemment pas détaillé toutes les règles qui concernent les enseignes, mais il y a des limites dans la surface en fonction de la surface de la devanture, etc. Donc, voilà, des règles à appliquer si on est bien à l'extérieur, sinon on n'est pas dans le champ. Donc, à part pour les dispositifs numériques que maintenant on peut réglementer dans un règlement local de publicité, mais sinon, voilà, on sera dans l'incapacité de les réglementer, de les réduire, etc. Françoise, Euh, euh, concernant Oui, oui, sur le règlement, est-ce qu'on pourrait avoir un règlement spécifique petite cité de caractère, par exemple? Eh bien, non, parce qu'en fait, enfin, la réglementation, elle est simple. Dans les petites cités de caractère, en général, vous avez des lieux d'interdiction de publicité comme des sites patrimoniaux remarquables, souvent des abords de monuments historiques, etc., dans lesquels la publicité est interdite. Les enseignes soumises à autorisation, mais soumises aux règles ordinaires, hein, et à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Mais voilà, on ne pourrait pas avoir un règlement, enfin, on ne pourrait pas imaginer un règlement local de publicité type, parce qu'en fait, ce règlement doit faire la balance entre les enjeux patrimoniaux, commerçants, etc., économiques des lieux et seront différents selon qu'on est en cœur de village, dans une zone commerciale, etc. Donc voilà, en fonction de tous ces caractères et ces enjeux qui sont à déterminer au moment de l'élaboration du règlement local de publicité. Alors on nous parle de 3 CERFA. Non, il y a bien aujourd'hui que 2 CERFA officiels. Si vous en avez 3, c'est qu'il s'agit sans doute des nouveaux CERFA, enfin des projets de nouveaux CERFA qui n'ont jamais été euh, validés et donc qui ne trouvent pas, enfin, qui ne sont pas entrés en œuvre et qui ne doivent pas être utilisés, hein, attention. alors ça, c'est une question très intéressante, toujours cas d'école, c'est concernant les banderoles temporaires pour les festivités, que ce soit le Festival des Templiers, pour le marché, pour le vide-grenier, pour la bourse au ski. Où est-ce qu'on Mhm. implante ces banderoles, Alors, particulièrement dans ces petits villages? voilà. Alors, pour les dispositifs temporaires, il y a une réglementation spécifique aussi, mais il faut savoir que le maire doit mettre à disposition des associations sans but lucratif, en particulier, des panneaux d'information. Donc, c'est a priori sur ces panneaux que l'on devrait trouver les informations concernant les manifestations. Et puis, sinon, bien, voilà, soit on est dans le cadre on est réellement sur le lieu de l'activité et ce sont des enseignes temporaires
qui obéissent à certaines règles, soit on l'annonce en amont, et alors ce sont des préenseignes temporaires. Alors non, on ne peut pas mettre des banderoles sur tout le territoire qui annonceraient toutes les manifestations estivales qui vont avoir lieu. Donc, a priori, les banderoles, ce n'est pas un dispositif légal que l'on puisse utiliser, mais on peut utiliser des panneaux d'information, on peut utiliser les panneaux d'information municipales, bien évidemment, etc. Alors, à ma connaissance, je vois qu'on nous demande est-ce qu'il y a des subventions de l'État allouées à la mise en œuvre de panneaux de signalisation d'information locale? Non, je ne pense pas que ce soit des subventions de l'État. Il peut y avoir des Ouais. subventions de collectivités. Je sais que les parcs naturels régionaux sont très impliqués dans cette mise en œuvre de signalisation d'information locale. Vous savez, ces petites barrettes qui remplacent des préenseignes un peu dépareillées sur tout le long du territoire, voilà, et qui les organisent. Donc, a priori, la mise en œuvre d'une signalisation d'information locale, ce qu'on appelle la cible, c'est mise en œuvre par le gestionnaire de la voie, ou en tout cas avec son accord, de façon réfléchie, en ayant élaboré un plan de jalonnement où on s'est mis d'accord sur ce qu'on signale, comment on le signale, etc., de la façon la plus économe en matière de panneaux possible pour limiter l'impact, tout en étant bien sûr efficace. Alors, il nous reste une question sur les totems d'information. Doit-on enlever les commerces? Je ne sais pas, peut-être que c'était en lien avec la CIL. Ouais, alors je ne sais pas, enfin, des totems d'information, oui, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, il faudrait avoir plus de, sur, en tout cas, les panneaux d'information municipaux, bien évidemment, on ne peut pas faire de publicité, ou alors on rentre dans le cadre de la publicité si c'est un panneau numérique, donc ce n'est pas possible a priori dans les petites communes. Mais voilà, on peut avoir de l'information, mais pas de la publicité pour des activités privées, entre guillemets. Oui, je comprends la question. C'est peut-être sur un journal électronique d'information, si je comprends bien, on ne peut pas trouver d'informations concernant les commerces. On ne peut pas avoir les horaires du centre de loisirs et en parallèle une publicité pour le Spar ou le Carrefour Market du coin. Tout à fait. Si on est dans un lieu d'interdiction, attention, comme j'ai répondu sur le chat, on me posait la question pour une publicité numérique, elle est peut-être autorisée. Il faut Mhm. l'étudier pour savoir si son implantation est possible. Tout est cas Absolument. d'école sur ce sujet. Tout est cas d'école. Il faut toujours étudier et faire des croisées de données de population, d'unités urbaines, de protection, de RLP, de pas de RLP. On ne peut pas donner une réponse comme ça sans avoir étudié le dispositif et son environnement. Et la situation de la commune. Donc, c'est bien à chaque maire, déjà en aval, de déterminer quelles sont les règles qui s'appliquent sur sur son territoire. Est-ce que la commune fait partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants? Est-ce que la commune a au moins plus ou moins de 10 000 habitants? S'il y a moins de 10 000 habitants, alors a fortiori, parce que c'est bien la population de l'agglomération qui va compter. Si la commune a moins de 10 000 habitants, a fortiori, toutes ces agglomérations ont moins de 10 000 habitants. Si on dépasse à peine, bah, peut-être que dans l'agglomération principale, on a néanmoins moins de 10 000 habitants ou plus. Enfin voilà, c'est à vous de le déterminer. Et ensuite, en fonction de ces éléments et du patrimoine de la commune, de déterminer où la publicité est possible et où elle ne l'est pas. Bon, Alors, est-ce qu'on peut quand même indiquer boulangerie? Je ne sais pas sur quoi toujours, Voilà donc sur quoi. c'est ça le problème. Mm. je rebondis sur cette question des totems. En fait, on a aussi pas mal de communes, et pas que dans les petites cités de caractère, où on voit par exemple des petits panneaux directionnels indiquant la résidence vacances, la chambre d'hôte, la mairie, bon, c'est normal, mais les boulangeries, enfin tous les commerces de proximité Mhm. pour que les visiteurs extérieurs, mais aussi les gens à proximité puissent savoir où se diriger. Donc, est-ce que ça relève de la signalétique pure? Ou est-ce que sur cette signalétique interne à la commune sont autorisées ce genre d'informations?
Alors, a priori, oui, c'est ce qu'on appelle la signalisation d'information locale, si je comprends bien. Donc, c'est une sorte de petites lattes qui correspondent à des règles du code de la route. C'est déterminé par le code de la route. Alors, c'est relativement libre, à l'inverse des autres dispositifs du code de la route qui sont très, très cadrés. Mais néanmoins, ça doit obéir à certaines règles de format, de couleur, enfin, pour ne pas entrer en concurrence avec des panneaux de signalisation routière à proprement parler et créer de la confusion. Donc, il y a des formats, il y a une façon d'écrire, il y a des choses que l'on peut signaler ou pas. Tout ça, c'est de la réglementation routière, en fait. Donc, à voir avec le gestionnaire de la voie si on a des questions le long des routes départementales, par exemple. Mais on peut tout à fait dessus indiquer une boulangerie. Enfin, on va pas indiquer chaque commerce parce que s'ils se trouvent tous au centre-ville, on va plutôt mettre commerce au pluriel. Et puis voilà, quand on sera en plein centre-ville, on verra bien là aussi les commerçants. Voilà, plus on arrive près du lieu et plus il peut être important d'indiquer les restaurants, etc. Avec le nom, hein, bien sûr, du restaurant, il n'y a pas de problème pour le faire, mais on n'aura pas de logo ou on pourra avoir un petit idéogramme qui correspond au restaurant, mais pas le logo du McDonald's ou je ne sais quoi, pas les logos de marque, mais on peut avoir la dénomination commerciale du commerce. Mais parce on a pas mal de communes, par exemple, enfin, dans les petits sites de caractère, où, par souci d'accueil du visiteur, on va poser, par exemple, des grands plans sur lesquels on va indiquer à la fois les éléments patrimoniaux à découvrir, mais aussi voilà, les différents commerces où on peut se restaurer, par exemple, parce que ça fait Mhm, partie de l'accueil visiteur. Et du coup, la question, c'était aussi sur la signalétique du patrimoine, c'est-à-dire si on veut positionner des petits panneaux indiquant que tel édifice est remarquable et on en donne un petit peu de l'information, là, on est encore plus sur le champ de la signalétique pour le coup et que de la publicité. mhm. C'est ça. Oui, mais on peut très bien penser qu'on a un plan de la ville avec l'indication des restaurants, hein, si on a bien mis tous les restaurants. Maintenant, s'il faut payer une somme pour pouvoir figurer sur le plan et avoir un petit encart, là, on est dans de la publicité. Mais s'il s'agit enfin, d'indiquer où sont les restaurants, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, effectivement, il y a un guide sur la signalisation d'information locale qui a été édité par le CEREMA, enfin, du moins l'instance qui était en place auparavant, qui date un petit peu, mais qui est tout à fait d'actualité toujours, parce que en matière de code de la route, franchement, il n'y a pas de, de grands changements. C'est pour ça aussi que ça fonctionne et que c'est efficace, hein, parce que c'est connu de tout le monde et ça bouge peu. Donc, ce guide, il est tout à fait d'actualité pour comprendre les règles et surtout bien comprendre que tout cela découle d'un plan de jalonnement sur lequel on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait signaler. Il ne s'agit pas de signaler le long de la route nationale, euh, d'aller vers le village où on trouvera une vingtaine de commerçants qui seraient indiqués ici, parce que d'abord ce serait illisible par tout le monde et puis ça n'a pas d'intérêt, mais indiquer que, voilà, que le village est par là avec des commerces, c'est intéressant. Et puis après, s'il est nécessaire, on indiquera ce qui doit l'être pour qu'on puisse retrouver les commerçants. Alors, effectivement, il est très complet sur ce qu'on peut mettre puisque c'est une illustration en fait du code de la route et d'un arrêté interministériel qui détermine ce qu'on peut mettre. On est assez libre dans les couleurs. Il y a quelques couleurs interdites pour éviter des confusions, etc. Voilà. Un nombre de réglettes, je crois que c'est 6 pour que ça reste efficace. Mais voilà, ce qui serait une erreur, ce serait de donner un marché à une entreprise en lui proposant d'aller démarcher les commerçants pour vendre des barrettes et en installer autant que les gens voudront en mettre. Parce que là, on n'est plus du tout sur l'efficacité. On va avoir des entreprises qui mettront tout un tas de panneaux alors que finalement, on va trouver leur commerce le long de la route et qu'il n'y avait peut-être aucun besoin de le signaler. Et d'autres, au contraire, ne le sauront pas. Donc, voilà, il faut bien utiliser la signalisation d'information locale dans ces particularités pour un souci d'efficacité, en mettre le minimum tout en étant parfaitement
compris et avoir signalé tout ce que l'on avait à signaler. Moi, j'avais une autre petite question aussi qui me vient à l'esprit, c'est que dans nos communes comme ailleurs, on a beaucoup de travaux de restauration d'édifices qui se font, avec donc la présence d'échafaudages et souvent on a donc le petit panneau publicitaire de l'entreprise qui intervient. Et parfois, en fonction des régions et des départements, des panneaux en fait signalant l'intervention, par exemple, de la Fondation du patrimoine ou d'une collectivité quelconque sur un programme financier de restauration. Est-ce que ça, également, c'est autorisé ou est-ce qu'il faut le cadrer Alors, oui, il y a plusieurs cas possibles. D'une part, on peut avoir des bâches sur les monuments historiques eux-mêmes euh, qui correspondent donc à des travaux faits sur le monument historique et ces bâches publicitaires qui peut être pour vraiment une publicité sans aucun lien avec le monument historique. Là, sont gérés directement par l'architecte des bâtiments de France et les revenus entièrement, intégralement consacrés à la réfection du monument historique. Alors, donc ça, c'est une chose à part qui est déterminée dans le Code du patrimoine, qui déroge totalement au Code de l'environnement. On peut même mettre des bâches en site classé, sur le monument historique, etc. Bon, ça, c'est un cas très particulier. Et puis, on a aussi d'autres types de publicités sur bâches. Alors, ce sont les bâches sur les échafaudages, les bâches publicitaires, qui permettent aux propriétaires bah, d'avoir des revenus qui peut-être vont lui servir à financer ses travaux ou autres. Hein, là, il y a pas de cadre. En revanche, cela n'est possible que dans les plus grandes communes, hein, donc a priori pas dans la majorité des petites cités de caractère. Et puis, on peut avoir aussi sur des bâches des indications sur bah, qui fait les travaux. Alors, d'une part, il y a des indications obligatoires quand on fait des travaux, mais aussi on peut avoir l'entreprise de travaux qui indique son nom, etc. Alors, dans ce cas, on est dans le cadre de l'enseigne temporaire. Bon, il faut que ça reste modéré et en rapport avec avec l'entreprise qui procède aux travaux. Et puis, on indique souvent aussi qui finance ces travaux. Ça permet plus de transparence sur l'utilisation des fonds publics, mais voilà, là, on est bien dans le cadre d'une enseigne temporaire, donc c'est quelque chose de possible. Si on met de la publicité vraiment sans aucun rapport, alors soit on est sur un monument historique et ça peut être installé partout, mais c'est vraiment entièrement cadré par l'architecte des bâtiments de France, soit on est dans le cadre hors de ce cadre, et là, il s'agit de bâches publicitaires sur échafaudage qui sont cadrées par le Code de l'environnement et a priori possibles uniquement dans les grandes communes. Et je rebondis aussi sur la dernière question de Madame Le Maire, là, sur les banderoles qu'on peut mettre sur les candélabres, par exemple. Donc, je vois que c'est interdit pour tout ce qui est manifestation. Mais on le voit de plus en plus aussi, ce genre de petits drapeaux là, qui est mis sur les lampadaires, par exemple, mais Mm. simplement pour indiquer l'appartenance de la commune, par exemple, à petite cité de caractère, ou tout simplement présenter son château, enfin toutes les choses intéressantes à voir dans la Mhm. commune, mais qui ne relèvent pas forcément là d'un côté commercial, de vente, etc., mais juste pour inviter les gens à découvrir en fait les éléments du patrimoine. Ça, je ne sais pas Ouais. si ça Alors, relève de a votre... priori, bon, il faudrait déterminer s'il s'agit de publicité ou pas, ou de simple information, mais dès qu'il s'agit de publicité, a priori, elle est interdite totalement sur les candélabres. La seule chose qu'on devrait pouvoir trouver, ce serait du pavoisement pour les Jeux Olympiques, puisqu'il y a une loi concernant la publicité pendant les Jeux Olympiques qui permet de déroger à énormément de règles, mais bien dans ce cadre des Jeux Olympiques et qui seront terminés à la fin de la cérémonie des Jeux paralympiques qui clôtureront toute cette période. Mais donc jusque-là, oui, on peut trouver certaines choses, mais a priori, sur les candélabres, non, on n'est pas censé. Enfin, on peut avoir du pavoisement de la commune, le, le blason de la commune ou ce genre de choses, peut-être l'indication de son château. Voilà, mais on ne devrait pas trouver de publicité, on ne devrait pas trouver de promotion d'événements particuliers, etc. J'ai mis sur le chat le lien du guide de la publicité qui a été mis à jour tout récemment. Donc, vous pouvez le récupérer sur le chat. Je voulais aussi préciser que les communes qui n'ont pas de RLP
et pas de protection patrimoniale. Il n'y a pas de formalité administrative à déposer pour les enseignes. Ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas respecter les articles du Code de l'environnement. Je vous les ai mis aussi dans le chat. Il s'agit des articles L et R 581 du Code de l'environnement. Donc, pas de formalité à déposer forcément ne veut pas dire je ne respecte pas le Code de l'environnement. Et n'hésitez pas à vous appuyer sur votre correspondant publicité dans votre département. Vous demandez s'il y en a un, son nom en DDT ou en DDTM. Voilà, et en effet, le ministère de la Transition écologique alors, est en train d'élaborer les nouveaux CERFA pour les autorisations. Bon, enfin, les anciens servent depuis 10 ans et ils peuvent continuer à servir, bien sûr. Et a mis à jour le guide, un guide national qui fait, alors là, je ne sais plus combien, avant il y avait 250 pages, je n'ai pas regardé celui-ci. Voilà, le dernier datait de 2014, il avait besoin d'être un peu mis à jour des dernières évolutions, et puis maintenant il va être mis à jour en fait en permanence au gré des modifications, voire de la jurisprudence qui pourrait avoir affiner certaines règles. Donc, il est en ligne sur le site de écologie.gouv.fr du ministère de la Transition écologique. Aude vous a mis le lien dans le chat et là, vous avez un document assez important qui détaille avec force schéma les règles, les mesures de police. Il y a des exemples et des modèles de courriers et de documents pour vous guider dans la prise en charge de cette police de la publicité et de vos nouveaux pouvoirs. Encore une question pour les candélabres. Vinciane nous dit qu'elle pensait que pour les manifestations culturelles, on pouvait mettre des drapeaux sur les lampadaires. Alors, non. Alors maintenant que le maire va être lui-même acteur, eh bien, il appliquera les règles en fonction de ce qu'elles sont. A priori, non, sur Candélabres, on ne doit pas mettre de publicité, ni pour les manifestations culturelles. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle des mâts porte, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, des mâts porte-drapeaux qui sont faits réellement pour mettre de la publicité pour les manifestations culturelles, effectivement, mais ça ne peut pas être sur les candélabres utilisés habituellement sur lesquels on aurait rajouté une publicité. Alors, les fanions qui porteraient la mention Carrefour City JO 2024, alors a priori, non, on n'aurait pas dû les autoriser, puisque, alors je crois que ça va démarrer, je ne sais plus exactement, un mois peut-être avant la cérémonie d'ouverture des JO. On pourra avoir des fanions avec les partenaires, mais pour l'instant, c'est uniquement le pavoisement des JO, donc tous les signes des Jeux olympiques et paralympiques, mais pas de partenaires sur ces fanions, en dehors évidemment de la publicité que chacun peut faire dans le cadre des règles ordinaires de la publicité. Voilà, oui, dans le cadre du mobilier urbain, il y a des mâts faits pour tout à fait installer des fanions ou de la publicité pour des panneaux qui doivent faire, je crois, 1 m² ou 2 m² maximum pour des activités culturelles, mais pas dans le cadre des candélabres installés à demeure sur le territoire pour servir uniquement de candélabres. Et j'ai mis les articles dans le fil de discussion. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires. En tout cas, pour ce qui est du transfert de la publicité, voilà, bien réfléchir à la commune va-t-elle ou non s'opposer au transfert et conserver la compétence ou au contraire la laisser à l'EPCI? Ben ça appartient un petit peu à chacun des maires concernés de savoir s'il veut mettre lui-même en œuvre avec les difficultés, les facilités aussi de la chose, hein, facilité parce qu'on a la proximité pour repérer très vite les manquements et les faire cesser.
Et puis la complexité aussi peut-être d'être partie prenante et finalement l'échelle de l'EPCI est souvent plus confortable, en tout cas pour agir contre les publicités en infraction des usagers de la commune. Sachant que dans l'équation, on ne sait pas ce que fera le président de l'EPCI. Voilà, Même si le maire s'oppose à ce transfert, que fera le président de l'EPCI? On ne sait pas. tout à fait. Alors la publicité un peu partout pour les cirques, surtout support, ou ça peut être pour les ventes de tapis ou de casseroles ou de je ne sais quoi, c'est a priori de la publicité sauvage, interdite, et elle est souvent tout à fait sur les supports des panneaux de signalisation routière, par exemple, c'est totalement interdit. Alors ici, la mise en demeure d'enlever sous 5 jours, souvent est un petit peu compliquée à mettre en place, enfin, pas très efficace, parce que le temps qu'on mette ça en œuvre, qu'on envoie les courriers, etc., bah, le cirque a déjà déménagé, donc finalement, ça a peu d'intérêt. Mais l'amende administrative marche très bien. Alors, 1 500 euros, c'est le format, le montant maximal. Évidemment, on peut mettre moins en fonction de la capacité de l'activité pour faire un peu cesser cette mode de mettre des panneaux sur tout le territoire. Donc voilà, c'est un moyen que d'expliquer. Et même là, si on enlève les dispositifs, l'amende sera due pour expliquer que sur cette commune, eh bien, voilà, on ne mettra plus des panneaux un petit peu partout qui souvent bah, restent à demeure parfois restent une fois que le cirque est parti et puis finissent de pourrir sur leur support, ce qui est toujours très dommageable pour l'environnement. Donc voilà, oui, on peut décorer les lampadaires, hein, bien sûr, mais Disons que ça sort de notre champ, on ne sait pas si c'est rattrapé par une autre réglementation, hein. voilà. On peut avoir sur des lampadaires les armes de la ville, par exemple, un blason ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il y a un message publicitaire, que ce soit pour une activité culturelle, une manifestation culturelle ou quoi que ce soit, bien, on rentre dans le champ de la réglementation et donc, a priori, interdit sur candélabre. Alors, Monsieur Strebler, qui est un intervenant sur le domaine de la publicité aussi, dit qu'on peut les enlever. Alors oui, comme je vous le disais, il y a parmi je vais essayer de revenir en arrière, parmi les mesures de police, la possibilité de supprimer immédiatement les publicités interdites, hein, en particulier ce genre de panneaux, on peut les supprimer d'office à condition toutefois d'avoir dressé un PV, d'avoir prévenu le propriétaire. Alors si c'est sur le domaine public, ça va être assez simple, hein. Soit on prévient le propriétaire, le gestionnaire de la voie, qui serait par exemple le département, soit on est sur une voie communale et c'est d'autant plus simple pour la commune. Et là, effectivement, on peut supprimer les dispositifs à condition, bien sûr, de les conserver à disposition de la personne qui l'a installé, puisque le dispositif ne nous appartenant pas, on ne peut pas en disposer, mais on doit le laisser à disposition de la personne qui pourra venir les réclamer pour aller les mettre ailleurs, sans doute. Voilà, c'est possible si on est installé sans autorisation du propriétaire et donc sur le domaine public, a priori, ces dispositifs sont toujours installés sans autorisation du propriétaire, bien sûr, hein. Mais attention à bien dresser le PV préalable et dérouler la procédure, c'est-à-dire avertir, pas demander l'autorisation, mais avertir le propriétaire que l'on va procéder à ce retrait et évidemment avertir le contrevenant que l'on a retiré les dispositifs, qu'on les tient à sa disposition à tel endroit pendant telle durée, qu'après on lui fera payer des frais de garde de ces dispositifs éventuellement, etc. Voilà. Tout cela Ouais, est possible. on ne prend pas sa pince coupante en analysant comme ça que le dispositif est illégal sans dresser le PV auparavant.
tout à fait. Et puis, alors c'est sûr que cette façon de procéder la suppression sera efficace sur le moment, mais si on veut vraiment faire cesser euh, ce genre de situation, le plus efficace sera tout de même de mettre en œuvre l'amende. Alors on peut faire les deux, hein, et l'amende administrative, elle, réellement fera cesser l'envie de recommencer la prochaine fois à disposer ces dispositifs. Voilà, de manière à faire suffisamment mal sans mettre en péril non plus l'activité du cirque, c'est pas la question, mais expliquer que ici, non, on n'installe pas des dispositifs sur le domaine public, puisque c'est interdit, et que ça nuit gravement au cadre de vie. Je vois qu'il n'y a plus de questions la rubrique questions-réponses. Je vous propose de remettre les coordonnées peut-être des intervenants. Voilà, donc pour rappeler, vous avez logiquement dans presque tous les départements un correspondant publicité voilà, auprès duquel vous pouvez vous renseigner. On vous mettra, nous, de toute façon, le replay ainsi que le support de présentation sur notre site internet comme on le fait à chaque fois. Donc n'hésitez pas à retrouver les supports à cet endroit-là et puis voilà, à interroger vos référents en département. Merci à tous d'avoir participé, merci à nos intervenantes et puis Merci Valérie pour cette organisation et puis à notre public qui a aussi participé à cette animation avec toutes ces questions.